Alors, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Ici Jean-François Champagne, au nom de l'AIA Canada. Je vous remercie de participer, de se joindre à nous encore une fois aujourd'hui. Écoutez, il s'agit en fait aujourd'hui d'une rencontre de format webinaire et donc nous avons alloué jusqu'à 45 minutes. Peut-être qu'on ne prendra pas tout le temps alloué, mais c'est certain qu'on va vous entretenir pour un bout de temps, mais pas plus de 45 minutes. Vu qu'il y a un très grand nombre de participants aujourd'hui qui se joignent à nous, nous allons recevoir vos questions à travers le ligne de chat, donc alors l'utilitaire de chat sur la plateforme Zoom, ou encore, on a également la plateforme des questions-réponses que vous pouvez utiliser pour nous envoyer des questions. On va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Si vous êtes connecté via le téléphone, vous pouvez également nous faire parvenir vos questions par courriel à l'adresse courriel covid19 à aiacanada.com. Encore une fois, à covid19.canada.com. Alors, on espère de pouvoir répondre à toutes vos questions et merci encore une fois de participer. Je vais commencer en fait par donner en fait la parole au président de la division du Québec de notre organisation. Alors, M. Patrick Saint-Pierre, qui est présentement le président du conseil, va nous donner quelques mots de bienvenue. Alors, Patrick, tu es toujours avec nous? Oui, vous m'entendez bien? Je t'entends très, très bien. Ça va, donc. Excellent. Donc, je vais être bref, simplement pour vous dire que l'AIA est là pour vous. On est ici pour représenter vraiment tous les centres de distribution et tous les acteurs du réseau. On veut vous inciter à un appel au calme, garder la tête froide. Situation qui n'est pas nécessairement évidente à gérer, soit avec le personnel, soit avec les clients. Mais notre raison d'être est vraiment protéger nos employés, protéger nos clients, puis bien comprendre qu'on a un privilège de servir les services essentiels. Donc, ça va être important d'avoir un message qui est responsable et de ne pas abuser de ce privilège-là. Pas plus tard que ce matin, on a eu la visite de policiers du SPVM parce qu'un employé s'est plaint d'être trop près d'un autre employé. On leur explique qu'on a corrigé la situation, que c'était vraiment une initiative particulière, mais ce que le gouvernement nous donne, c'est large, mais c'est important, encore une fois, de ne pas abuser de ce privilège-là parce qu'on sent ce lien de confiance-là peut être fragile si on ne l'utilise pas correctement. Donc, encore une fois, protégeons nos gens, protégeons nos clients, mais utilisons le privilège qu'on a de façon hyper responsable parce qu'on risque de le perdre si on ne le fait pas correctement. Je te recède la parole, Jean-François. Bien, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup pour ces bons mots-là. Je voudrais également vous présenter, vous donner l'opportunité. Michael Paul est un employé de l'AIA qui est basé au Québec et qui travaille étroitement avec toute l'équipe de l'AIA pour servir et supporter notre équipe de la division du Québec. Michael peut également se joindre à nous. Alors, je vais me permettre à Michael aussi de nous donner là, quelques mots de bienvenue. Michael? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, excellent. Bien, premièrement, merci Jean-François et Patrick de nous donner l'opportunité de vous adresser la parole aujourd'hui. Je vois au bas de l'écran qu'on est quasiment 150 personnes qui sont à l'écoute. Donc, bon, c'est assez intéressant de savoir que tout le monde prend la situation très sérieusement et tout le monde s'implique et tout le monde est intéressé à avoir des bonnes réponses aux questions qui doivent être posées. Bien, pour nous, à l'AIA, c'est depuis, je dirais, plus que 10 jours maintenant. C'est du 24 heures sur 24. On est une équipe d'environ 25 personnes qui travaillent à travers le Canada, plus principalement, évidemment, à Ottawa avec notre bureau chef, mais les gens travaillent de la maison. Et on est en réunion avec les principaux personnes très souvent durant la journée. Et on est là vraiment pour répondre aux besoins et aux questions de notre membership et des clients de nos membres. Ici, principalement au Québec, comme vous le savez, on est chanceux d'avoir Rachel Leduc qui nous appuie. Rachel est là depuis un certain nombre d'années et elle connaît très bien l'industrie. Elle connaît beaucoup des intervenants, elle connaît beaucoup des gens qui se posent des questions. Il y a beaucoup de monde qui l'appelle, qui envoie des emails
qui m'appellent, qui m'envoient des emails. Puis on essaie, dans un temps assez rapide, de répondre à toutes les questions dans les plus brefs délais. Évidemment, les questions et les réponses surtout peuvent changer d'une heure à l'autre compte tenu du changement de l'évolution de la crise. Donc, on est là pour vous aider. N'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées, vous avez le numéro de téléphone. N'hésitez pas. Si vous avez une question ou deux ou plusieurs, on est là pour vous aider, répondre à vos questions. Restez en contact avec nous, c'est très important parce que la situation, comme on le sait, évolue tous les jours. Les choses peuvent changer assez rapidement. Donc, s'il y a des ambiguïtés, s'il y a des questions qui ne sont pas claires ou des réponses qui ne sont pas claires, encore une fois, n'hésitez pas, que ce soit par le courrier email de COVID-19 @OIA-Canada ou bien le téléphone. N'hésitez pas, appelez-nous, on va se donner un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci Jean-François, si tu peux continuer. Parfait, merci beaucoup Michael, merci beaucoup Patrick. Alors, je voudrais vous entretenir premièrement un petit peu de ce que l'AIA a fait là, depuis une dizaine de journées environ. Et si vous me permettez, je vais commencer un petit peu là, au niveau large, c'est-à-dire ce qu'on voit autour de nous dans les pays voisins, en Europe et ainsi de suite, l'évolution, comment ça vient s'appliquer ici au Canada et plus particulièrement au Québec. Alors écoutez, depuis le début un peu là, de la crise du COVID, c'est certain que nous avons travaillé beaucoup en étroitement avec diverses associations internationales pour savoir qu'est-ce qui se passait ailleurs, bien savoir, comprendre les dynamiques qui se sont faites. Entre autres, si on pense effectivement aux États-Unis, on pense à l'Italie, entre autres. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de ces événements-là, ce qu'on entend beaucoup de façon globale, c'est la reconnaissance de tous les intervenants et des gouvernements, d'une façon ou d'une autre, du rôle qu'on a à jouer en tant qu'industrie à maintenir des services essentiels. Vous savez, aujourd'hui, on va entendre beaucoup parler d'un petit peu de notre responsabilité de protéger nos employés, de protéger nos clients, de protéger nos entreprises, mais aussi de permettre aux premiers répondants, aux infirmières, aux docteurs, aux services d'urgence qu'on donne des services, de continuer à opérer. Alors, on a un jeu de balance à faire qui est important en tant qu'industrie. Il essaie d'exprimer de façon différente un petit peu autour du monde, mais de façon générale, on entend des consensus assez larges sur l'aspect essentiel de notre industrie. Alors, que ce soit le département du Homeland Security aux États-Unis, qui a effectivement décrit les intervenants de l'après-marché comme étant des acteurs essentiels là, dans le maintien des infrastructures et des services. Vous devriez savoir qu'en Italie, présentement, il y a beaucoup d'intervenants dans l'industrie de l'après-marché qui inclut les fournisseurs de pièces, les distributeurs et les ateliers qui continuent également à fournir des services essentiels, bien que le pays au complet, en fait, là, soit sur un état de lockdown. J'aime souvent aussi parler, peut-être un des premiers éléments qu'on a vu a été une ordonnance dans la ville de San Francisco qui a demandé en fait l'arrêt de toutes les activités économiques qui étaient considérées non essentielles. Et encore là, dans la ville de San Francisco, l'ordonnance nous dit que bon, les services de réparation automobile et les services connexes ou les industries reliées se devaient de continuer à offrir également des services d'urgence et des services essentiels à l'industrie. Alors, c'est ce que nous avons fait à l'AIA. Nous sommes rentrés en contact, entre autres, avec le gouvernement fédéral qui, lui, joue un rôle, en fait, de coordonner l'ensemble des opérations à l'échelle du pays, que ce soit au niveau provincial ou au niveau municipal ou régional. Et donc, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est un engagement du gouvernement fédéral de nous dire, oui, effectivement, on comprend ce qui se passe à l'extérieur du pays, en Italie, aux États-Unis, et les recommandations, les guides du gouvernement fédéral à l'ensemble des intervenants canadiens et de dire les intervenants du marché secondaire, qu'ils incluent la distribution de pièces, l'installation, la réparation et l'entretien des véhicules, fait partie de façon générale des services essentiels. C'est certain que la façon que ça s'exprime est différente d'une province et d'une région à l'autre. Vous devriez savoir qu'il y a quelques minutes, j'ai reçu confirmation qu'il y a eu rencontre entre les premiers ministres du Canada. Donc, le premier ministre du Canada a rencontré tous ses homologues provinciaux. Et un des sujets de conversation
qui a été important a été de tenter de faire une harmonisation au niveau des directives et surtout ce qui a trait, entre autres, à la définition des services essentiels. Parce qu'on ne se le cachera pas aujourd'hui, ce qui nous préoccupe tous, c'est de savoir c'est quoi le rôle qu'on a à jouer, ce sont quoi les attentes du gouvernement et comment devons-nous bien réagir face à cette balance-là qu'on doit faire. Celle de protéger nos employés, de protéger nos clients, mais également de comprendre que dans bien des cas, nous servons un rôle essentiel à maintenir des services et des gens qui doivent continuer, eux, à se déplacer de façon sécuritaire. Puis, je vais parler un petit peu de la définition large de service essentiel, parce qu'on va penser à une ambulance, à une voiture de police, on va penser à des pompiers, mais ça va au-delà de ça. Ça va aussi au-delà de ça parce que, entre autres, on dit à l'ensemble de la population d'éviter d'utiliser, entre autres, les transports en commun. Et donc, si je ne prends pas les transports en commun, que je suis une infirmière qui doit maintenant prendre un véhicule pour se rendre à l'hôpital, c'est important. Et donc, cette infirmière-là, dans l'interprétation large, fait partie des services essentiels. Si son véhicule ne fonctionne pas aujourd'hui, on se doit d'être capable de le réparer de façon efficace, sans exposer cette personne-là, ou encore une fois nos employés ou d'autres, à devenir des vecteurs du virus. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une interprétation qui est un petit peu différente de province en province. Hier, à peu près au même moment que le premier ministre du Québec a fait son annonce, le gouvernement de l'Ontario a également fait une annonce similaire, de fermer en fait l'ensemble des entreprises qui ne sont pas considérées essentielles. Et hier soir, le gouvernement de l'Ontario a émis une liste qui décrit assez bien ce qu'il considère étant les services essentiels. Et dans le cas de l'Ontario, ça inclut la distribution des pièces automobiles, ça inclut les services connexes, ça va même jusqu'à inclure les services de réparation de carrosserie. Et donc, l'Ontario a pris une interprétation plus large de la définition des services essentiels. Je vous dirais un petit peu aligné, en fait, avec ce qu'on a vu aux États-Unis, ailleurs dans le monde, et ce qu'on avait recommandé, en fait, au gouvernement fédéral. Donc, j'en arrive, en fait, au point chaud, je pense, qui nous amène tous. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Eh bien, encore une fois, une annonce par le gouvernement du Québec de dire qu'on se doit de limiter l'ensemble des activités qui sont non essentielles. Écoutez, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, je pense, c'était le leadership du gouvernement du Québec. Depuis le début de la crise, je pense qu'ils sont à l'avant-garde. Je pense qu'ils ont à cœur de protéger les gens du Québec, de protéger les industries aussi, de prendre les bonnes décisions. Et je vous dirais que dans nos interactions avec tous les niveaux de gouvernement, on reconnaît qu'ils sont sous pression. C'est sûr que pour eux, c'est difficile de répondre de façon rapide et efficace à un très grand nombre de demandes, mais ils ont continué, je pense, à être le plus franc, le plus honnête et de dire aux gens, la partie importante aujourd'hui, c'est de s'assurer de protéger et de limiter la progression du virus du COVID-19. Et dans ce sens-là, je pense que notre message a été très bien reçu. Et nous, intervenants dans l'après-marché, je crois qu'on a une responsabilité et un rôle à jouer pour s'assurer, encore une fois, de balancer la responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, entre autres, présentement au Québec, face à la description qui nous a été fournie par le gouvernement du Québec? Une liste courte qui laisse peut-être place à de l'imprécision et un petit peu d'indécision de la part des intervenants. Écoutez, je vais commencer par parler un petit peu là, du domaine de la carrosserie au Québec. Oui, il y a des précédents ailleurs où la carrosserie semble continuer, en Ontario, entre autres au Nouveau-Brunswick, et dans le monde, mais je crois que présentement, on parle aux intervenants et de façon prudente, je pense que l'ensemble des intervenants du domaine de la carrosserie semblent se rallier sur le point de vue que l'interprétation, l'information qu'on a présentement semble pointer vers la fermeture des commerces, à moins que vous ayez un carrossier qui travaille directement avec des gens, des flottes de véhicules, des camions de services et d'entretien qui répondent directement à des services essentiels. Alors, il y a peut-être place pour quelques exceptions, mais je pense qu'effectivement, ce sera beaucoup plus l'exception que la règle dans des cas précis où un carrossier sert spécifiquement des entreprises dans le domaine là, qui sont dits de façon essentielle. Si on parle maintenant des ateliers mécaniques, c'est certain que
l'interprétation qu'on en fait large des services essentiels nous dit que oui, je pense que les ateliers mécaniques se doivent de continuer à offrir les services essentiels en protégeant nos employés, en protégeant leurs clients, en prenant des approches, entre autres au niveau des heures d'affaires qui sont réduites, de réduire le nombre d'employés présents sur les lieux, de permettre peut-être à vos clients de déposer les voitures sans entrer dans le commerce, de recevoir vos pièces sans avoir encore une fois l'interaction avec les livreurs, et donc de le faire de plus en plus de façon sécuritaire. Si vous offrez des véhicules de courtoisie, assurez-vous d'un protocole complet, de s'assurer de désinfecter les véhicules avant et après, et de prendre de grandes méthodes ou de grandes approches pour assurer de limiter l'exposition. Je pense aussi que vous devez de vos responsabilités, à savoir que les clients que vous servez, ce sont ceux effectivement qui ont besoin de se déplacer. Ce sont peut-être des véhicules personnels, mais ils sont utilisés par des gens, encore une fois, des docteurs, des infirmiers, des premiers répondants, des policiers, des gens qui doivent continuer à se déplacer de façon sécuritaire dans leur véhicule. Et ça s'étend également aussi là, aux véhicules d'urgence, de flotte et ainsi de suite. Vous êtes capable de faire du commerce en ligne et donc de faire l'interaction avec vos clients à distance plutôt que de faire de vive voix, là, de face à face. Alors, encore une fois, plein de façons de faire qui vont limiter l'exposition et vous permettre d'offrir encore une fois ce service-là. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, peut-être que la baisse de l'achalandage va dire que de façon économique, c'est peut-être plus simple en fait de fermer vos portes, puis on comprend ça. Et on s'attend effectivement à ce que plusieurs entrepreneurs, d'autres, certains d'ailleurs l'ont déjà fait, ont fermé leurs portes, puis je crois que c'est correct, c'est une décision que vous devez prendre. Nous, on est ici pour vous offrir le plus d'informations de façon factuelle au moment qu'elle se développe et de vous tenir informé. Je crois que c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, avec vos partenaires, de prendre cette décision-là. Je vais également parler des distributeurs de pièces, évidemment. Et là, effectivement, l'interprétation claire là, des directives du Québec nous laisse un petit peu dans une zone grise. Je vous dirais que l'interprétation qu'on en fait, encore une fois, large des services essentiels, vous savez très bien que nos ateliers au Québec qui vont servir les gens de façon essentielle ne sont pas capables de le faire sans des pièces de remplacement. Et donc, je pense que c'est clair de dire que, encore une fois, il faut s'assurer d'être capable de fournir à nos ateliers, à nos professionnels, nos clients professionnels, des services pour leur obtenir des pièces de remplacement là, de façon efficace et rapide. Je me pose par contre la question, il faut faire attention, n'est-ce pas? Il y a également, évidemment, des opportunités au niveau là, du commerce de détail. Je pense qu'il faut grandement limiter, contrôler et peut-être même considérer fermer l'aspect détail de nos entreprises et se concentrer à faire le support vers, évidemment, nos partenaires qui sont dans les ateliers de services et d'entretien. Donc, je pense que c'est important là, de considérer cet angle-là. Encore une fois, le commerce en ligne, la livraison en ligne, la livraison à domicile, je pense qu'il y a plein d'opportunités pour nous de faire en sorte qu'on continue à offrir un service de livraison de pièces qui est sécuritaire et essentiel en étant encore une fois capable de limiter beaucoup l'exposition pour nos employés et nos clients. Et je me permets encore une fois de vous dire de façon là, très honnête, on a un petit peu peur aussi de faire en sorte qu'on s'expose peut-être à de la mauvaise publicité. Vous savez, M. Tremblay, peut-être, qui est dans sa maison depuis 10 jours, qui a une Corvette 67 dans son garage depuis 3 ans, qui s'ennuie un petit peu et qui se dit, je pense que je vais commencer à travailler sur mon véhicule pour l'été prochain, qui veut se présenter dans un centre de service ou encore dans un centre de pièces pour acheter des pièces. Je ne crois pas que ça va dans l'esprit de ce que le gouvernement veut qu'on fasse. Et je crois que c'est un appel à tous au bon jugement et de prendre les bonnes décisions pour s'assurer que les gens qu'on sert, ce sont les gens, encore une fois, des gens qui effectivement ont besoin de nos services aujourd'hui pour s'assurer qu'eux peuvent continuer à offrir des services essentiels au Québec. Et ça, je pense que c'est vraiment dans l'esprit de ce que le gouvernement nous demande. Écoutez, j'ai couvert un petit peu rapidement l'ensemble de notre interprétation des faits. Je ne suis pas ici pour vous dire d'ouvrir ou de fermer vos entreprises. Je crois que le gouvernement ne veut pas nécessairement nous dire spécifiquement dans chacun des secteurs d'activité économique s'ils veulent qu'on ouvre ou qu'on ferme. Ce que le gouvernement veut et s'attend, c'est qu'on fasse tous les efforts pour limiter
la progression du virus, tout en offrant des services essentiels à la population, et on en fait partie. Par contre, il faut obtenir du jugement et appliquer évidemment les bonnes règles. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais laisser aussi nos intervenants, là, Patrick Saint-Pierre et Michael, là, pendant que j'ai parlé, peut-être qu'ils ont lu certaines questions. Michael, Patrick, des commentaires jusqu'à date? À propos de la fermeture de commerce, je pense que c'est important. On n'incite pas la fermeture, mais on respecte la décision. Donc, si notre membre juge que c'est la bonne décision, c'est parfait. Mais je pense que c'est important de comprendre d'aucune façon on incite la fermeture des commerces, soit d'ateliers, soit de distributeurs. Excellent. Michael? Oui, j'ai une question. J'ai une question de Claude Gravel ici. Bonjour, les carrossiers du Québec ouverts ou fermés ce soir. Je crois que les instructions, c'est pour minuit ce soir. Donc, si je me souviens bien de ce qui s'est dit il y a quelques minutes, les carrossiers donc doivent fermer ce soir. Écoutez, ce n'est pas évidemment là, le mot d'ordre, mais je crois que l'ensemble des intervenants, beaucoup d'intervenants qui nous ont dit qu'effectivement la recommandation était de fermer ce soir. Encore une fois, je vous explique aux gens, si vous avez un commerce de carrosserie qui se spécialise et qui a comme client une flotte de véhicules qui s'occupe de l'entretien des infrastructures, qui en répare des ambulances et des choses comme ça, je pense que vous êtes dans un cas particulier. Mais de façon générale, je crois que si vous offrez des services aux particuliers, je crois que ces particuliers-là, s'ils ont effectivement un accident, vont être capables d'obtenir un véhicule de courtoisie en attendant qu'on revienne dans une situation où on est capable de continuer à offrir des services de carrosserie au Québec. J'ai une question ici qui nous est posée. Quelle est la position du comité paritaire? Je crois, Patrick, là-dessus, tu as vu un mémo très récemment, d'ailleurs, là, qui vient du comité paritaire là-dessus. Oui, absolument. Ben, c'est similaire à notre position. Donc, on réitère encore l'aspect services essentiels et santé-sécurité. Parfait. Oui, j'ai Marie-Ange ici, Cloutier. Ça, c'est une très, très bonne question. Qu'est-ce qu'elle me dit, Marie-Ange? Donc, est-ce qu'une coiffeuse qui a un ennui mécanique pour avoir accès à nos services mécaniques? Pour citer un exemple. Moi, je dirais que non. Je pense que l'idée derrière la loi, la philosophie et les directives du gouvernement, c'est de limiter au maximum le déplacement des gens du point A au point B. Donc, je sais que je ne peux pas me faire couper les cheveux pour les 3-4 prochaines semaines. Bon, je vais rester chez nous. Donc, si j'ai une voiture et je suis coiffeur ou coiffeuse, je reste chez nous. C'est ma réponse. On abonde dans le même sens. Oui, puis écoutez, encore une fois, je ne veux pas abonder dans le sens large, mais écoutez, si la coiffeuse, ça donne également donner des services pour la livraison d'aliments à la maison, des choses comme ça. Par contre, si son propre commerce lui-même est présentement fermé et qu'elle ne offre pas un service essentiel à travers son travail ou en tant que bénévole, je crois que c'est là qu'il faut faire attention et user de prudence dans nos actions, effectivement. Excellent. J'ai encore Claude Gravel, dont mécanique ouvert au Québec, juste pour les véhicules essentiels. Ben, ça, c'est vraiment la question fondamentale. Hein? C'est sûr que pour les véhicules jugés essentiels, bon, il faut rester ouvert pour ces gens-là. Donc, il faut connaître évidemment sa clientèle. C'est pas, je crois, c'est pas une période où on prend des rendez-vous pour les changements d'huile et les pneus d'été. D'hiver. Je pense qu'il y a une question de logique, une question de responsabilité. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que les gens ne se déplacent pas, à moins que ce soit une urgence. Il y a plusieurs autres questions. C'est drôle, on passe à très... Merci encore beaucoup de votre engagement avec toutes les questions qu'on reçoit. Vous avez... comment est-ce qu'on peut s'assurer que le consommateur, je pense que c'est une conversation que vous devez avoir, encore une fois, en ligne ou au téléphone. Je pense de poser la question un petit peu, d'avoir un sens critique dans la conversation que vous avez avec vos clients. Écoutez, comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous un service essentiel? Comment on peut vous aider? Ça répond un petit peu à une autre question aussi. Écoutez, on a une mère de famille qui doit se déplacer pour aller à l'épicerie.
et puis elle a des enfants, des monoparentales. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, offrir du jugement. Si les gens n'ont pas d'alternative, se disent incapables de survivre à leurs propres besoins sans l'utilisation de leur véhicule, je pense qu'encore une fois, ça devient une belle occasion de pouvoir les aider. Et ça devient encore une fois une conversation. Je pense que je reviens encore une fois à mon exemple de tantôt, où ce que M. Tremblay dit, écoutez, j'ai un véhicule là, que j'essaie de modifier pour l'été, puis j'aimerais ça en faire l'entretien, ou je vais prendre l'avance et changer mes pneus en avance un petit peu. Je crois que c'est peut-être là que le sens critique là, de savoir ce que c'est essentiel ou pas devrait se faire. J'ai une autre question ici que je pense qui est très, très bonne. Est-ce qu'il existe un webinaire pour expliquer les programmes et mesures offerts aux entreprises? Écoutez, c'est quelque chose que l'AIA, présentement, je vous dis que c'est en phase 2, on est consommé présentement par informer les gens et garder l'information puis vous la relayer. Mais c'est certain que chez nous, à l'AIA, la deuxième étape, une fois qu'on va avoir passé, je pense, la phase initiale, c'est de bien vous équiper avec l'information nécessaire pour bien comprendre quels sont les programmes, où est-ce que vous pouvez sauver de l'argent. C'est sûr que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux annoncent plein de mesures de support aux entreprises et aux employés. Et on va s'assurer de faire en sorte, s'assurer que les gouvernements comprennent l'importance de notre industrie, de nos entreprises, comment est-ce qu'on est configuré, du type d'aide qu'on a besoin, de s'assurer que les consommateurs aussi, une fois qu'on sort de cette crise, vont avoir besoin de peut-être faire des mises à jour sur leur véhicule, de l'entretien, peut-être de donner un petit coup de pouce aux consommateurs qui vont devoir dépenser des sous pour mettre l'entretien de leur véhicule. Et aussi, évidemment, tout le support vers les employés qui ont soit été mis à pied ou qui devront être réengagés, ainsi de suite. Alors, merci Geneviève pour la question. C'est certain que présentement, je n'en connais pas, mais on va travailler là-dessus pour développer des programmes pour bien vous informer sur ce qui sera offert également. Michael, Patrick, est-ce qu'on a d'autres questions? J'en ai une de Michel Aubin. Madame Tremblay a un Dodge Caravan 2016. Elle est monoparentale. Elle désire faire des freins pour faire son épicerie. Peut-elle se présenter à l'atelier? Si j'étais Michel, je pourrais lui peut-être mentionner que les épiceries font la livraison. Donc, elle peut acheter ses produits en ligne si sa voiture ne fonctionne pas. Sinon, il y a le taxi. Sinon, il y a d'autres éléments pour elle. J'ai une autre question ici qui se pose la question. Est-ce qu'on va recevoir un document officiel de l'AIA qui confirme que nous sommes un service essentiel? Alors, l'AIA a déjà produit un document, une position officielle qui explique l'aspect essentiel de notre industrie. Elle a été distribuée à tous les gouvernements. On va continuer à la produire également. Nous avons également demandé au gouvernement québécois de confirmer par écrit certains aspects qui étaient un peu flous dans ce qu'ils nous ont donné en termes d'informations hier. Mais c'est sûr, comment qu'on se parle, on va vous donner la position officielle de l'AIA, mais c'est certain que votre position, évidemment, doit être basée, vos décisions en tant qu'entrepreneur doivent être basées sur l'information qui est fournie par le gouvernement présentement. Elle est limitée, cette information-là. Elle est un petit peu ambiguë, on le reconnaît. Puis, je pense que c'est un message qu'on communique au gouvernement présentement et on comprend un petit peu là, leur difficulté de répondre de façon rapide. Mais c'est certain qu'au moment qu'on se parle encore une fois, c'est l'aspect essentiel large. Je pense que je reviens encore une fois là-dessus. C'est une compréhension de tous qu'on doit considérer qu'on fournit un service essentiel large. Donc, ça inclut les services de réponse, les services de premiers répondants et certaines gens qui sont également liés à l'aspect essentiel là, de la crise. Pierre, Patrick, Michael, peut-être une autre question à couvrir? Bien, il y a Régent Lortie, notre vice-président de la Division du Québec, qui nous pose une très bonne question. Comment un atelier peut-il s'assurer que le consommateur soit bien relié à un service essentiel? Brûle pour point, Régent, je pense qu'il faut poser des questions, il faut être prêt, il faut connaître évidemment son client. Peut-être aussi prendre rendez-vous pour quand la période de la crise va être terminée, pour être certain que c'est vraiment pas parce qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir, ils ont beaucoup de temps ils ont beaucoup de temps à faire pas grand-chose à la maison. Ils vont vouloir sortir de la maison, ils vont trouver des excuses pour prendre rendez-vous, aller dans les ateliers. Je pense que c'est important de poser les bonnes questions. À moins que Patrick ait d'autres suggestions. Mais je pense que c'est une question de poser les bonnes questions.
avoir les bonnes réponses. Effectivement, comme on demande à nos ateliers, dans la même logique, je pense l'aspect éthique puis l'aspect responsabilité. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais j'ose espérer que la majorité va comprendre, incluant le consommateur. Oui, encore une fois, je sais qu'on reçoit encore d'autres questions. Des gens nous demandent de prendre une position claire. Là. Je crois qu'on est ici effectivement pour vous donner les faits comme on les voit, vous mettre en contact évidemment avec la réalité de ce que le gouvernement nous a dit. Et je crois que c'est de comprendre encore une fois l'esprit de ce que le gouvernement va faire. Et je pense qu'il faut aider le gouvernement dans cette optique-là. C'est d'offrir la balance, de protéger nos employés, de protéger nos consommateurs. Et ça, c'est à travers des approches telles que limiter les contacts, réduire les heures d'affaires, changer nos méthodes d'approche, s'assurer de faire beaucoup de nettoyage et d'entretien de nos espaces de travail, de nos outils, de tout ce qui touche nos clients. Et encore une fois, de s'assurer que les clients qu'on serve, bien, ce sont les clients qui en ont besoin de nos services. Ce sont ceux, encore une fois, qui sont les premiers répondants. Ce sont des policiers. Ce sont des véhicules de police de premiers répondants. Et si dans votre modèle d'affaires, dans votre commerce aujourd'hui, vous savez qu'il y a assez de ces gens-là pour justifier que vous gardez vos portes ouvertes, je crois que vous devez le faire. Vous devez rester ouvert. Par contre, si vous avez peu de ce genre de clientèle-là, si vous voyez une grosse baisse de diminution et vous ne voyez pas la nature essentielle du service que vous fournissez, je crois qu'il est prudent de votre part de fermer vos portes. Et je crois que ça va de la même façon au niveau des fournisseurs de pièces. Je crois qu'il y a une grosse partie de la business qui est difficilement de souvenir ou de supporter les ateliers. Et ça, je crois que c'est important qu'on continue de le faire parce que les ateliers qui vont rester ouverts ont besoin des pièces, évidemment, pour être capable de faire les réparations. Mais encore une fois, il y a un certain aspect de détail et qui n'est peut-être pas essentiel. Je pense qu'il serait prudent d'être capable de faire un peu de filtrage à ce niveau-là. De cette façon-là, je pense qu'on répond aux attentes du gouvernement. On est capable d'offrir des services essentiels. On protège la population, on protège nos employés. Et je pense qu'en attendant des clarifications plus claires du gouvernement, on se met du bon côté de notre responsabilisation sociale et en même temps de continuer là, à offrir un service important pour la population. Patrick, Michael, je sais qu'on continue à recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de questions. On fait un petit peu le tour. Je n'ai pas posé, peut-être, je n'ai pas annoncé au départ, mais le webinaire est présentement enregistré, donc on va le permettre de le rendre disponible là, pour une écoute après le webinaire aussi, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de le voir au complet ou de tout écouter. Peut-être un dernier tour, Patrick, sur d'autres dernières questions que tu vois, peut-être qu'on voudrait répondre? On a parlé précédemment aussi que l'AIA fournirait un guide de meilleures pratiques. Donc, on ne veut pas nécessairement diriger, mais on veut établir les meilleures pratiques autant au niveau de l'atelier, au niveau des magasins, au niveau des centres de distribution. Donc, ça, attendez-vous à avoir ça sous peu. Plus on partage cette information-là, mieux ce sera pour tous. Parfait. Et puis, pour toi, Michael? Ben moi, une dernière question qui nous vient de... Ben, c'est parce qu'on est rendu à quasiment 25 questions, mais il y en a une que je trouve vraiment judicieuse. Ça vient de Steve O'Bourne. Il nous dit, Steve il est un garagiste, hein, très impliqué dans le milieu. Il nous dit, il ne faut juste pas devenir, entre guillemets, le garage, une source de propagation du virus dans notre communauté. Alors, si on reste ouvert sur appel pour les services essentiels, on diminue grandement le risque. Donc, je pense que c'est très, très bien dit de la part de Steve. Dans les prochaines semaines, allez-vous avoir une confirmation du ministre du Transport pour repousser la date des pneus d'hiver, des pneus à clous? Donc, ça, c'est certain que ça va être sur la liste d'épiceries qu'on va avoir à faire avec le ministère du Transport, Steve. Très bonne question. Très beau commentaire, finalement. Écoutez, merci à tous. Écoutez, je vais faire un petit mot de la fin pour vous remercier encore une fois à tous d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Nous allons faire suite à vos questions. Encore une fois, vous pouvez toujours nous rejoindre COVID-19 à aiacanada.com. Le webinaire va être mis en ligne le plus tôt possible, aussitôt que la technologie nous le permet. On va continuer à faire des séances d'information de façon régulière. Nous allons définitivement continuer à faire de l'engagement avec les différents ministères à tous les niveaux pour s'assurer d'obtenir de plus en plus de clarifications et rendre l'information disponible le plus rapidement possible. Et puis, encore une fois, je crois que ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est l'information telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je crois qu'il y a une bonne dose de gros bon sens, de responsabilisation sociale
autant pour le support de nos employés, de nos clients, mais aussi pour supporter nos premiers répondants et les services essentiels là, qui vont être très importants au cours des prochaines semaines. Je termine en disant que l'AIA est ici pour vous supporter. Notre équipe est entièrement déployée et à votre service. N'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit Michael à Montréal, Rachel, Patrick est également en tant que bénévole à l'écoute de tous les gens de l'industrie. Toute notre équipe ici est également, là, évidemment, de la maison, prête à répondre à vos questions. Un dernier mot pour vous dire, écoutez, restez, évidemment, soyez en sécurité. Prenez les bonnes décisions pour vous-même, vos employés, vos clients. Ce sont des moments de grand stress pour beaucoup de gens. Et je crois qu'en tant que leader, nous avons une belle opportunité de supporter nos gens, de donner de la directive et de supporter les gens. Parce que vous savez que pour beaucoup d'entre nous, ce sont des temps très difficiles. Et encore une fois, je crois que beaucoup de nos gens, de nos employés, de nos clients vont se tourner vers nous pour un peu de réconfort, de guidance. Et je crois que nous avons l'opportunité, la responsabilité et l'opportunité de le faire, d'être un grand support pour l'ensemble des gens, des intervenants dans le domaine automobile. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et puis bonne fin de journée et merci encore de vous être à nous. Au revoir.